m'avez dit oui, mais je voulais savoir si vous m'entendez. Parce que quand je commence, je ne serai pas long parce que vous savez que on a été confinés durant quand même plus de 2 mois et demi, 55 jours, je dirais quand même 3 mois. Nos activités se sont légèrement arrêtées, donc je viens du travail et j'en profite en même temps pour présenter aussi mes excuses à toutes les personnalités que vous êtes, bien sûr, qui m'appellent matin, midi, soir. Et surtout que je n'arrive pas à répondre parce que vous savez, je gère une petite entreprise de transport en même temps de sécurité. Il faut que je sois au fond au moulin et parfois c'est pas facile. Lorsqu'on a été confiné, on a l'impression que c'est un peu dur. Donc je vous présente mes excuses. Avant de commencer bien sûr le terme, je ne sais pas si c'est quelque chose de... Je vais quand même vous faire un big up. Je fais big up bien sûr à toutes les personnalités qui me regardent. À commencer d'abord par Nekcho Jobé Tangrela, je te fais un gros big up. Youssouf Hassan, big up à toi. Vous êtes tellement nombreux. Mamadou Karamoko, big up. Mohamed Keïta, big up. Lamine Kofi, Claude Koudou, grand frère, je te salue. Tu es pour quelque chose, Claude Koudou. Il y a quelqu'un qui m'a déjà posé une question. Je viens, je vais vous expliquer ça. PDCI, rénovation, big up à toi, mon cher ami. Il faut qu'on débatte de ça, c'est important. Drissa Fofana, Marlène Arucho, Diakité El Pipi Bomba, big up à toi. Je te fais un grand big up. Je sais que tu m'aimes, je t'aime aussi. Lamine, comment vas-tu? Tu vas bien? On est ensemble. Bon, je vais faire un big up Omaré, Dram, Tambela. Vous êtes vraiment nombreux. Big up à tout le monde, tout le monde. Et ce que j'ai pas pu faire, franchement, le big up, franchement, je vous salue, excusez-moi, Ali Bakaï, Ali Bobo, big up à tout le monde. Je voulais quand même me prononcer, bien sûr, sur cette actualité, franchement, je dirais quand même qu'il défraie la chronique. On parle bien sûr du retour du président Gbagbo Laurent. Je vais vous dire, c'est pas parce qu'il est le président, mais c'est un Ivoirien. Et d'entrée, je me réjouis d'abord de son retour. Mais les gens doivent comprendre quand même quelque chose par rapport, bien sûr, à son retour. À l'époque, lorsqu'on était quand même très jeune, je me rappelle très bien où Houphouët-Boigny disait que ça lui fait mal qu'un Ivoirien, quel que soit son bord, quel que soit son ethnie, quelle que soit sa tribu et sa religion, un Ivoirien qui est à l'extérieur, c'est la Côte d'Ivoire en fin de compte qui perd. Parce que cet Ivoirien qui est à l'extérieur ne va pas en fin de compte pour polir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non, pour polir, je crois bien, la Côte d'Ivoire, pour parler bien de la Côte d'Ivoire, il va à l'extérieur en fin de compte pour salir toujours le gouvernement et à travers le gouvernement, la Côte d'Ivoire. On a vu comment est-ce que Houphouët utilisait sa diplomatie, sa méthode en fin de compte pour faire revenir tous les Ivoiriens qui étaient exilés. Soit des exilés ou bien des étudiants qui ne voulaient pas rentrer parce qu'en fin de compte, ils avaient échoué lamentablement, bien sûr, aux études que l'État de Côte d'Ivoire avait déboursées pour mettre, bien sûr, à leur disposition. On a vu, bien sûr, qu'à cette époque, rappelez-vous, avant de rentrer franchement dans le vif du sujet, nous avons vu, bien sûr, à cette époque que Gbagbo Laurent, dans les années 1982-83, avait décidé clairement, je crois bien, de s'exiler. Lorsqu'il est arrivé, bien sûr, à Paris, il avait oublié l'histoire, bien sûr, de Houphouët-Boigny. Il avait oublié que Houphouët-Boigny était déjà lui-même dans le gouvernement de De Gaulle, avant d'être transféré, bien sûr, en Côte d'Ivoire pour devenir le chef de l'État à partir de 1960. Il avait oublié, bien sûr, les ramifications de ce dernier. Il s'est associé, bien sûr, avec Bernard Doza, grand journaliste aujourd'hui qui est au Bénin, qui fut mon mentor durant très longtemps, durant plus de 9 ans, avec qui nous avons travaillé, où j'étais son assistant, lui qui conseillait les chefs d'État, je l'ai assisté, bien sûr, donc nous avons conseillé ensemble 4 chefs d'État. Et je lui tire un grand chapeau pour tout ce qu'il m'a appris. Gbagbo Laurent a utilisé, bien sûr, cette radio Tropique FM, les gens encore sont là, pour, je crois bien, pour saluer les noms de Houphouët-Boigny. Nous avons vu progressivement que Houphouët-Boigny, le gouvernement présidentiel, allait le chercher de manière symbolique. Ce même dernier, si ça a joué devant Houphouët-Boigny, a demandé pardon. Je suis sûr et certain que les images en bonne aujourd'hui. Je ne fais que rappeler les faits, rétrograder, je crois bien, l'histoire pour que les gens puissent comprendre mon analyse. Parce que je vois le peuple qui est content, ça réjouit tout le monde. Mais en même temps, il y a des gens aussi qu'il faut savoir parler. Parce qu'il faut rappeler par exemple, l'histoire ne veut pas dire creuser ou bien mettre par exemple le couteau encore dans la plaie. Lorsque la CPI dit clairement qu'elle libère Gbagbo Laurent, que la CPI, après avoir passé les 2, je vais parler bien sûr, Gbagbo Laurent
et que ces derniers, franchement, sont libérés à condition qu'ils déposent leur passeport. Ce que vous oubliez, c'est que, c'est vrai, la CPI a montré par son incompétence, en fin de compte, de pouvoir juger, par exemple, le dossier, parce qu'on a vu des incompréhensions, des incompétences, des incompréhensions également dans ce dossier. Cette crise a commencé devant nos yeux. Vous êtes tous témoins oculaires. Pour une élection présidentielle qui s'est passée, bien sûr, en 2011, deux leaders charismatiques, je veux parler bien sûr d'Alassane Ouattara et de Gbagbo Laurent, se sont rencontrés bien sûr, se sont combattus aux armes. On a vu ce qui s'est donné à la Côte d'Ivoire. Il y a eu quand même plus de 25 000 personnes qui ont été massacrées. Et personne ne veut prendre la responsabilité. Ce qui est étonnant dans cette affaire encore, c'est que le président Alassane Ouattara, qui avait utilisé à l'époque la diplomatie pour faire comprendre bien sûr à Gbagbo Laurent qu'il avait vraiment perdu les élections. C'est vrai. Le palais des chefs d'État, rappelez-vous très bien, vous qui connaissez parfaitement l'histoire, parce que l'histoire est récente, elle ne date pas de 100 ans, 50 ans, elle date sincèrement de 11 ans. Nous avons vu. Le palais des chefs d'État a demandé à ce que le président Gbagbo Laurent se retire. Les extrémistes, je vais parler bien sûr des extrémistes radicaux. Excusez-moi si je fais du plénat, mais ça franchement, c'est une manière d'appuyer par exemple le dossier. On fait comprendre qu'il était hors de question que Alassane Ouattara prenne le pouvoir, qu'il serait obligé de marcher, je crois bien sûr, le corps des Ivoiriens pour accéder. On a vu, par exemple, la machine du président Gbagbo Laurent s'est mise en route. Nous avons tous compris, franchement, c'est inviscérable que Blé Goudé faisait sortir. Et Blé Goudé lui-même qui embrigadait, bien sûr, la jeunesse pour les envoyer, bien sûr, à l'abattoir. Avec une idéologie purement fasciste. Nous avons vite compris que la Côte d'Ivoire devait être, celui qui était à la base de ça, en tout cas, devait être arrêté. L'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, tout ce qui est CEDEAO s'est mis en chose pour arrêter les massacres des deux camps. Gbagbo Laurent fut transféré. Mais ce qui est quand même pitoyable dans cette affaire, c'est que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas solidifié le dossier, en fin de compte, n'a pas rendu le dossier un peu solide, excusez-moi. Et ce qui est quand même malheureux dans cette affaire, c'est qu'on a compris, mettez-moi de cœur, les gens cherchent à arrêter ma vidéo, a compris qu'après plus de 8 années de procédure, franchement, ça devenait lassant. La CPI a trouvé bon de libérer provisoirement le président Gbagbo Laurent. Je vais vous dire en toute sincérité, c'est vrai que, comme on dit, il y a l'eau qui a coulé sur le pont. Mon souhait, c'est qu'en tant que petit-fils de Faux-Boigny, né bien sûr dans le PDC, transfus, je l'ai dit clairement, du RHDP, parce que je suis sympathisant du RHDP non reconnu, et je le dis ouvertement, je lutterai pour qu'au moins la démocratie soit dans le pays, et je le dis, nous avons vu et nous avons compris que le président Gbagbo Laurent était celui-là même qui refusait tout dialogue. Mes chers amis, aujourd'hui nous avons une nouvelle. Moi, je suis très content, je suis heureux. Je suis heureux parce que durant tout ce temps où le président Gbagbo Laurent est à La Haye, durant tout ce temps, la Côte d'Ivoire a fonctionné. Durant tout ce temps où le président Gbagbo Laurent se trouvait de l'autre côté, il n'y avait pas ce qu'on appelle un programme de vengeance. C'est vrai. Il y avait 62 coups d'État qui ont été déjoués. Il y avait bien sûr des gens qui ont été expatriés, je crois bien, au Ghana. Il y avait aussi, par exemple, certains règlements de compte. Mais progressivement, le président Alassane Ouattara, je ne dis pas que c'est la tasse d'été de tout le monde, a trouvé les mots justes et au bon moment pour faire diluer la colère de tout et chacun. Parce qu'il faut rappeler bien sûr que cette guerre politique s'est transformée bien sûr en une guerre religieuse et ethnique et tribale. Parce qu'on disait clairement, partagez s'il vous plaît mes vidéos, s'il vous plaît, partagez. On disait que c'était le nord et le sud qui se battaient. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc clairement, tous les bêtés se sont mis sans rien comprendre du côté de Gbagbo Laurent. Pas tous, peut-être 97%, et tous les nordistes en fin de compte se sont mis du côté d'Alassane Ouattara. Parce qu'à l'époque, depuis 1993, par rapport bien sûr au livre, le concept de l'ivoirité, les nordistes, par le biais bien sûr de leur mentor Alassane Ouattara, se sont vus ostracisés. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que être nordiste en fin de compte, ça voulait dire qu'ils n'étaient pas des Ivoiriens. Arrivé à certains mois, c'est vrai qu'ils ont pris aussi leurs responsabilités. Ça a coûté franchement à la Côte d'Ivoire une désolation totale. Oui, parce que quand on pousse le bouton loin, les leaders, en fin de compte, accentuent, se radicalisent. Lorsqu'ils se radicalisent, automatiquement, leurs militants se radicalisent aussi. La Côte d'Ivoire paye le lourd tribut. Durant plus de 9 ans,
nous avons vu que la Côte d'Ivoire, en fin de compte, a changé progressivement avec 3 politiques. La réconciliation nationale, la réconciliation du pays et la réconciliation économique. C'est ça que le président Alassane Ouattara a pris. Il y a eu ce qu'on appelle le dégel de la voix. Il y a eu le discours entre partisans et opposants et hommes du pouvoir. Il y a eu aussi, bien sûr, une politique, franchement, qui permettait, franchement, de désarmer les autres, en quelque sorte. Et il y a aussi un décret qui a été fait. Lorsque j'entends que le président Gbagbo Laurent, parfois, doit revenir, bien sûr, dans son pays, parce que c'est étape par étape. Est-ce que le président Gbagbo Laurent veut revenir en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on se pose. Parce que s'il est revenu en Côte d'Ivoire, là, il y a une seule personne pour le moment qui veut le faire revenir. Qu'on veut pas, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Oui, mes chers amis, partagez s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez un tout petit peu? Partagez. Depuis sa sortie à La Haye, ce qui m'a plu dans cette affaire, c'est qu'il est resté discret. Il n'a jamais parlé. Il a sous-traité franchement ces informations par rapport, bien sûr, à Blé Goudé, lui directement, qui est rentré, bien sûr, en confrontation, bien sûr, avec l'État de Côte d'Ivoire, en tissant, par exemple, des liens machiavéliques, je crois bien, avec les sororistes. Sachant très bien que ce dernier n'a jamais renoncé, bien sûr, à cette manière, franchement, de déplacer des problèmes, c'est-à-dire qu'à cette manière, franchement, de déplacer sa malédiction, je crois bien, dans les pays voisins, pour déstabiliser, bien sûr, pour déstabiliser leur gouvernement. Ce dernier n'a jamais renoncé, bien sûr, à des projets qui font peur. Ce dernier, ce orgueil, n'a jamais, dans un premier temps, et on voit, bien sûr, ce Blé Goudé, qui lui-même, lorsqu'il était étudiant, avait lancé une sorte de fatwa sur... Mes chers amis, mettez-moi de cœur, s'il vous plaît. C'est important parce que je vois que la vidéo est prête à s'arrêter et ça m'inquiète. Et ça, c'est pas mon but. Avait lancé une sorte de fatwa sur lorsqu'il était étudiant à l'université. Parce que simplement des étudiants étaient en contradiction avec eux. Au moins 16 étudiants ont été tués. Il n'y a pas ancien mort. Il n'y a pas ancien mort. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Vous allez comprendre que lorsqu'on tue quelqu'un il y a 20 ans de cela, les dossiers là, nous sommes en Europe ici, on peut réveiller par exemple un dossier. Vous êtes tranquille chez vous et puis on vous arrête. Vous avez commis des actes il y a 20 ans. Et puis on vous cherche, on dit non, vous avez tué quelqu'un il y a 20 ans. Pour vous c'est passé, mais du moment où il y a mort d'homme là, la justice continue. Blé Goudé s'élève, on ne sait pas ce qu'il lui prend. Il sort, il a allé, il continue encore, si comme rien encore les frais. C'est comme on attend franchement leur réconciliation pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Il y a des gens qui ont été massacrés simplement. M. Blé Goudé a décidé simplement d'être, soi-disant, le Hitler, pas ce qu'on appelle Hitler, d'être celui-là qui a fait la propagande en fin de compte pour éliminer, parce que pour toucher, peut-être que par rapport au discours de Blé Goudé, on avait l'impression qu'il fallait poursuivre tous ceux, en fin de compte, qui n'étaient pas patriotes. Parce que patriote voulait dire qu'on sauvait la Côte d'Ivoire. Et ceux du Nord, en fait, qui n'étaient pas patriotes. La Côte d'Ivoire a payé le lourd tribut. Je n'ai pas envie de revenir sur ça. Quand je vois que la CPI, après une réflexion, essaie bien que mal de réconcilier les Ivoiriens, en laissant progressivement, parce que, vous savez, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont été massacrés. Des deux côtés, de tous les côtés. C'est une guerre sans état d'âme. Et à chaque fois qu'on approche des élections présidentielles, on a l'impression que les gens oublient le passé. Mes chers amis, on n'oublie pas. Je ne dis pas que le camp du président Alassane Ouattara a raison. Je ne dis pas que le camp du président Gbagbo Laurent a raison. Je dis simplement, pour l'élection présidentielle, il y a un individu qui s'appelle Gbagbo Laurent qui a refusé. Il pouvait contester, il a contesté les résultats. Mais lorsque le palais des chefs d'État dit que c'est telle personne qui a gagné, ce sont des chefs d'État, ils ont quand même les ambassades, ils ont quand même les services de renseignement. Plusieurs chefs d'État, par exemple, dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections et que tu t'entêtes et que l'Organisation des Nations Unies prenne une résolution et décide bien sûr aux 4 armées qui étaient en Côte d'Ivoire franchement d'être dérogées. Tu dois comprendre maintenant que ce n'est plus un jeu. Une élection présidentielle, là, ça se passe. C'est le peuple qui te confie sa souveraineté. C'est le peuple qui dit, toi tu m'as convaincu par rapport à ton programme. Je te donne mon pouvoir, on appelle ça la souveraineté. Va me représenter. Laisse là-bas s'il te plaît. Va me représenter. Donc lorsque le peuple vous a pas confié et que vous prenez le peuple en otage et que vous martyrisez par exemple le peuple, c'est sûr et certain que en ce moment, étant donné que notre souveraineté
Nous avons donné un tiers, bien sûr, à la CPI. Nous avons donné notre souveraineté, bien sûr, à l'Union africaine. Nous avons donné notre souveraineté à l'Organisation des Nations Unies. Nous avons donné aussi la souveraineté de la justice à l'Union africaine, à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union. Tout ça, c'est là-bas. Parce que quand il y a un problème aigu, ce sont des gens qui, ce sont ces organismes-là qui permettent, en fin de compte, qui se mettent comme garantie, c'est-à-dire qu'ils envoient les experts pour solder, en fin de compte, pour trouver un terrain d'entente. Mes chers amis, partagez s'il vous plaît et connectez-vous encore et invitez vos amis. Alors, vous expliquer, je suis très content que... Mais il faut rappeler un tout petit peu pour ne plus que les gens pensent que durant ces 9 années, le président Alassane Ouattara a décidé clairement, c'est vrai, de travailler à sa manière, d'accentuer par exemple sa politique, par exemple des grands travaux, en faisant ce qu'on appelle des routes. C'est vrai. On a vu d'un côté où il n'a pas accentué, c'est le côté médical, c'est le côté sanitaire ou médical, je crois bien. Lorsque le coronavirus est arrivé en Côte d'Ivoire, on a vu le défaillant du système médical en Côte d'Ivoire. On a compris tout de suite qu'il y a beaucoup à faire. Il y a un budget de 93 milliards qui a été décaissé. Bon, jusqu'à présent, on ne sait même pas où est passé le budget de 93 milliards. On nous a fait comprendre qu'il y a 93 milliards qui ont été décaissés. Bon, ça, c'est une autre parenthèse. Lorsque ce dernier, et ce qui me plaît chez Gbagbo Laurent, il n'a jamais parlé directement. Ce sont les gens qui disent, donc il y a confusion dans l'esprit, c'est ce qu'on dit de la politique. Mais Blé Goudé, lui, parle directement. C'est pourquoi parfois, quand quelqu'un ne sait pas qu'il a fait du mal à la population, il est important de lui rappeler ça. L'État de Côte d'Ivoire avait pris bien sûr des mesures contre ce dernier et l'ont condamné rapidement. Mais vous savez, je vais encore plus loin. C'est vrai. Sa libération, pour moi, je ne souhaite pas qu'elle pose problème à la Côte d'Ivoire. Je souhaite sincèrement qu'elle soit... C'est une libération qui est gage de partage, gage de réconciliation et qui joue bien sûr son jeu. Je prends un cas simple, très simple. Simone Gbagbo Laurent, notre maman à tous, que j'aime bien parce qu'il faut rappeler, une femme très dynamique dans le charisme. Elle a payé le lourd tribut, le fait qu'elle ait suivi par exemple son mari, mais en même temps qu'elle était en prison, elle a négocié. Lorsqu'elle a négocié, bien sûr, sa sortie, lorsqu'elle est sortie, est-ce que vous avez entendu Simone Gbagbo radicaliser ses positions? Mais lorsqu'elle était auprès de son mari, peut-être au nom de l'amour qu'elle portait, je crois bien pour son homme, elle était peut-être obligée en fin de compte de radicaliser ses positions et de jouer le jeu. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée seule, après avoir passé 7 années, elle allait devant ses parents. Elle a dit, je veux que vous travaillez, je veux que vous priez pour le gouvernement. Parce que ne regardez pas ce qu'ils ont fait, regardez pas ce que nous on a fait aussi, mais regardez ce qu'ils vont faire pour nous. Prions pour que ce gouvernement marche et fonctionne. C'est la Côte d'Ivoire qui est devant. Lorsqu'on sort de là, mes chers amis, il y a ce qu'on appelle une grandeur d'esprit commun. Les plaisantins de Paris là qui marchent à tout moment, qui dansent à gauche à droite, ceux-là même qui insultent les bassesses franchement de Simone Gbagbo Laurent. Au cours d'un meeting d'ici, les gens pensaient qu'elle allait radicaliser encore ses positions. Je parle de Madame Simone. Elle a pris le téléphone, ils ont mis au haut-parleur. Elle a dit d'arrêter tout ça, d'arrêter d'insulter Ouattara. Oui, mais c'est la vérité. Parce que c'est des plaisantins, la majorité. C'est des gens qui ne comprennent rien, bien sûr, à la politique. Qui sont là vociférés, je crois bien, sur la place publique, et surtout qui parlent matin, midi, soir. Et en fin de compte, qui se autoproclament leader d'opinion, en radicalisant par exemple les positions, en pensant qu'en tissant ce qu'on appelle des liens machiavéliques avec d'autres partis, ceux-là, ils vont apporter quelque chose de bien à la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ce sont des actes que vous posez. Je vais vous faire regarder une vidéo, vous allez bien comprendre. Simone Gbagbo Laurent est parti plus loin. Ceux qui ne savent pas, parce qu'on va vous parler, va parler, vous allez comprendre que quand je dis, partagez s'il vous plaît. C'était quand ça? En 2000 choses, elle a fait rentrer. Elle est venue en négociation. Je vais vous montrer une vidéo. Et vous allez écouter ce que notre maman Simone Gbagbo Laurent a fait lorsqu'elle est sortie des prisons. Au lieu d'activer ses réseaux pour aller crier encore, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui arrivent. Au lieu d'activer, elle a activé son réseau pour aller négocier, bien sûr, avec l'État de Côte d'Ivoire. Elle a permis à ce que l'État de Côte d'Ivoire, en fin de compte, soit réceptif, bien sûr, à ses doléances, le gouvernement.
Elle a pensé bien sûr aux gens du Ghana. Regardez-moi ça. Je voulais... En provenance du Ghana, qui foule le sol ivoirien après 8 ans d'exil dû à la crise post-électorale de 2010. Parmi eux, l'ancien ministre de l'ex-président Laurent Gbagbo, membre du Front populaire ivoirien, Léon Monnet. Accueillis par le ministère des Affaires étrangères et les autorités administratives d'Aboissou, les exilés se montrent heureux de regagner leur pays. J'ai fait 8 années d'exil. C'est avec joie que je rentre au pays. Nous continuons toujours de prier pour que la paix, la réconciliation, l'harmonie rentrent en Côte d'Ivoire. Heureux, c'est la joie de retrouver mon pays après 8 ans. Les autorités ivoiriennes et le HCR s'engagent à la prise en charge des réfugiés et à promouvoir le rapatriement volontaire chez 22 000 exilés encore enregistrés dans les pays d'accueil. Le rapatriement s'est fait après un ensemble d'activités qui ont été menées dans les camps. Nous avons fait ce que nous appelons dans notre jargon comme un tel visite. C'est de s'assurer de prendre des réfugiés qui ont été rapatriés, de les ramener dans les camps de réfugiés dans les pays d'accueil. Est-ce que vous voyez s'il vous plaît, vous m'entendez? Aux réfugiés dans ces pays-là, pour leur expliquer la véracité et la protection qu'ils leur mettez-moi les cœurs, mettez-moi les... Mais nous nous assurons que le retour est durable. Non seulement durable, mais irréversible. Donc dans le sens où nous mettons à leur place, avec bien entendu la DARA, tout un ensemble d'activités génératrices de revenus. Ce processus est la suite logique de l'appel maintes fois renouvelé du chef de l'État au retour de nos compatriotes. Et suite à cet appel-là, le gouvernement ivoirien n'a eu de cesse de mener un certain nombre d'activités, notamment des activités de sensibilisation pour que nos compatriotes puissent regagner le chemin du retour. Mais déjà, quand ils arrivent à Abidjan, ils vont faire ce que nous appelons dans les heures qui suivent l'enregistrement au niveau du ministère des Affaires étrangères pour que leur soit remis un kit qu'on appelle le paquet retour pour leur permettre déjà de faire face à leurs premiers besoins. Et par la suite, nous allons enregistrer leurs différentes préoccupations et les accompagner vers les différents ministères techniques en ce qui les concerne. À ce jour, plus de 200 000 réfugiés ivoiriens, soit 90%, ont regagné le pays grâce aux efforts du gouvernement et du HCR. L'intention pour les exilés de retourner en Côte. Mes chers amis, vous avez vu un baron, bien sûr, du pouvoir du Gbagbo Laurent qui était là. Je ne sais pas si c'est... Comment il s'appelle ce dernier-là? J'ai oublié son nom. Bon, bref. Si Simon Gbagbo Laurent, par rapport, bien sûr, à sa manière de penser, n'était pas allé voir le président Alassane Ouattara pour lui dire, oui, c'est vrai, nous avons péché en pensée et en parole. Nous avons tous péché, mes chers amis. Mais moi, je vais jouer ma partition. Je vais demander, bien sûr, à ceux qui sont là-bas, parce que quand un leader rentre, je vais les rassurer. Le président Alassane Ouattara dit, il n'y a aucun problème. Si vous le faites, franchement, ça me fera vraiment plaisir. Elle a fait. Et c'est Simon Gbagbo Laurent qui est à la base de ça. Et ça, je vous le dis. Parce que les gens parlent. Pour que un cadre se déplace. 180 personnes se sont déplacées. Combien de cadres qui sont venus? Tout ça, c'est le pro-Gbagbo. Si Simon Gbagbo Laurent n'était pas sorti là, personne n'allait venir parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'inquiétude. Ils sont venus rapidement. Gbagbo Laurent sort de prison. Ça fait plaisir à tout le monde. La CPI est prudente. Elle-même, bien sûr, en Belgique. Elle attend. De telle sorte que l'atmosphère, en fin de compte, descend. Parce qu'il faut rappeler quand même que Gbagbo Laurent, c'est un leader charismatique. Oui, il ne faut pas sous-estimer. Gbagbo Laurent, quand même, c'est un poids lourd de la politique. Qu'on veut, qu'on ne veut pas. Il a encore la voix. Sa voix est prépondérante. Il a une voix quand même porteuse. Le message. Est-ce que Gbagbo est toujours dans la revanche ou bien il est toujours dans la réconciliation? On laisse Gbagbo Laurent, bien sûr, en Belgique, le temps qu'il se familiarise progressivement, bien sûr, avec ces éléments, qui coordonnent les opérations, qu'il essaie, qui téléphone, parce que tous ces coups de téléphone, tout ça, les gens écoutent, les gens savent qu'il essaie, mais nous, ils ont compris que Gbagbo Laurent était bien sûr dans une logique de réconciliation, même si de temps en temps, il attrapait ce qu'on appelle, il gérait, par exemple, son parti d'une main de fer, parce que vous rappelez que, quel que soit ce qui se passe, bien sûr, dans un parti politique, ça, ce n'est pas un problème, il y a pas avoir des bicéphalistes, des mains se réunir, mais la tête, c'est Gbagbo Laurent. Mais ce que Simon Gbagbo Laurent a fait, elle allait négocier pour que les autres rentrent. Parce que lorsqu'on a perdu la guerre, ce n'est pas une élection qu'on a perdue, que vous avez perdue, c'est une guerre que vous avez perdue. Lorsqu'il y a une guerre qui a été perdue, c'est plus la même politique qu'on fait. C'est différent.
L'Allemagne a perdu la guerre face à la Russie et les États-Unis. Ils ont coupé le pays en deux durant plus de 20 ans. On n'est pas dans l'affaire de politique parce qu'ils n'avaient même pas confiance bien sûr aux Allemands. Hitler, qui avait extradé sa pensée nauséabonde jusqu'en Russie, dans le monde entier, a massacré plus de 6 millions de Juifs. Lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, sans état d'âme, ils ont pris par exemple tous les responsables qui ont participé bien sûr au génocide, ils ont pendu. Celui-là même qui était bien le concepteur même de la soie a fui pour aller au Brésil. Oui, ils ont fait une émission sur ça. C'est-à-dire qu'il n'était rien dans le dispositif. Il était celui-là même qui donnait le conseil bien sûr à Hitler derrière pour que Hitler massacre encore les enfants. Ils ont regardé jusqu'à, ils n'ont pas compris comment cela se fait que Hitler était capable de ça. Mais ce gamin qui était dans l'ombre, c'est un petit commandant de rien du tout, mais il avait accès bien sûr à Hitler. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout pour attraper le malheur. C'est-à-dire qu'Hitler, là, c'était la marionnette. Ils sont allés attraper bien sûr ce dernier-là. Ils l'ont fait rapatrier. Ils l'ont envoyé en Israël. Ils l'ont jugé, ils l'ont pendu, ils l'ont exécuté. Oui, mes chers amis, dans une guerre, là, c'est sans état d'âme. Lorsqu'on perd les élections, qu'on respecte bien sûr les statuts et règlements, le deal des élections, on est tranquille. Mais lorsqu'on perd la guerre, on n'est jamais tranquille. Tous ceux qui ont participé à la guerre, eux-mêmes, ils ont peur. Parce que la guerre, on tue les gens. Mais il faut des gens aussi, des modérés. Ceux-là même qui se sont modérés, qui étaient des radicaux, qui étaient des extrémistes, que progressivement qui sont devenus des modérés et qui vont négocier, bien sûr, les gens qu'ils ont fait sortir. Et Simone Gbagbo est devenue une modérée. On l'appelle même prophète d'évangile. Mettez-moi des cœurs partagés. Gbagbo sort. C'est important. On dit bien sûr qui il est sorti, mes chers amis. Qui il a le droit. Je vais vous expliquer, vous allez bien comprendre ce que ça veut dire en bon français. La CPI dit que toi tu sors. On veut que tu sortes. Bon, ok. La CPI dit que nous avons signé un pacte de partenariat, bien sûr, avec tous les pays. Il y en a 120 ou bien 123. À chaque fois que tu as sorti, on va envoyer un courrier, bien sûr, à ces pays-là pour rappeler que tu es encore sous couvert, bien sûr, de notre domination. Excusez-moi si je m'exprime comme ça. Mais en même temps, on va envoyer un courrier, bien sûr, à l'État de Côte d'Ivoire. Puisque l'État de Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier, il a lancé un mandat comme toi il y a 20 ans. Ils vont rappeler que toi, Gbagbo Laurent, comme tu es un leader et qu'ils n'ont pas trop confiance en toi, il est important que chacun prenne ses dispositions. Dans le cas quand tu dérapes, on te ramène encore et on te crucifie cette fois-ci. Mais c'est la vérité. C'est ce que ça veut dire en bon français. Quand le blanc parle, écoutez bien ce qu'il dit. On ne va pas te juger, mais on va te surveiller. On n'a pas réussi à te condamner, sachant très bien qu'on voulait utiliser la loi. Mais la loi là s'est retenue contre nous parce que la plupart des gens que l'État de Côte d'Ivoire a envoyés, ils n'ont pas pu faire le travail. Ce n'est pas nous, juges blancs, là, qui n'avons rien à voir. On attendait que les gens là te crucifient, viennent témoigner pour qu'on puisse appuyer sur le dossier pour dire il y a telle personne qui a témoigné. Il y avait des gens qui étaient des meilleurs témoins, qui ont comme les mangos, qui n'ont pas réussi à quadriller le dossier. Parce que Mango était chef d'état-major. Donc, mais il n'a jamais reçu d'ordre venant du président Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent, en tant que grand politicien, sous-traitait bien sûr ces informations. C'est-à-dire que tu reçois l'ordre de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de lui. Oui, il sait ce que c'est la politique. Donc, la CPI n'a pas pu prouver que l'ordre venait de Gbagbo Laurent. Et Mangou n'a pas pu démontrer que l'ordre venait de lui. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu que, ils sont dans une impasse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On libère Gbagbo Laurent progressivement. Mais le discours de Gbagbo Laurent, est-ce qu'il est encore dans un esprit de vengeance? On libère d'abord sa femme qui a négocié. Elle est sortie, qui est Simone Gbagbo Laurent, qui pense positive, qui est encore dans le parti politique, mais qui modère, je crois bien, son langage. Qui va encore plus loin. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Montez-moi les cœurs. Qui va encore plus loin. Qui demande à ce que les pro-Gbagbo, pas pro-Gbagbo, les Ivoiriens qui sont de gauche, les socialistes, se mettent ensemble, sans heurter la sensibilité et les quatre, franchement, tout esprit de xénophobie. C'est ce qu'on a demandé depuis longtemps. Hein? Tout esprit de xénophobie. Et elle dit, Seigneur, rentrez quand même. Nous allons reconstruire la nation. Malgré ça, il y a des gens qui les suivent.
La seule personne en Côte d'Ivoire qui peut faire rentrer Gbagbo Laurent, parce qu'il va tourner autour, l'État de Côte d'Ivoire est capable de lancer encore sa fatwa. Si le discours encore musclé, comme le discours de Blé Goudé, est capable de lancer encore sa fatwa, parce que Ouattara est déjà parti. Dans 5 mois, Ouattara, il sera ancien président. Mais n'oubliez pas, celui qui va remplacer Ouattara, si c'est un homme du RGP, c'est Ouattara en miniature qui est là aussi. Oui, mais c'est la vérité, c'est la politique, c'est comment ça se passe. Si c'est PDCiste qui est venu considérer que c'est Ouattara en miniature qui est là, Ouattara est parti, mais il est là en miniature devant vous. Ah oui, mais c'est la vérité, c'est comme ça ça fonctionne. Oufou Boigny est parti, qu'est-ce qu'il a mis? Il n'a pas mis Bédier. C'était pas Oufou en miniature qu'il avait mis. Quand il y a eu le coup d'État, Gueye est venu. Gueye était Oufou en miniature, mais de manière militaire. Je ne sais pas si vous comprenez un tout petit peu. Gbagbo Laurent vient. Mais qui l'a mis? Parce que lui-même il voulait rester très longtemps au pouvoir. Qu'il a joué, bien sûr, avec l'esprit de certains barons. Donc, quand vous savez que vous avez formé des gens et qu'il y a des personnalités dans votre propre camp qui sont maintenant des modérés, je pense qu'il est quand même très important que lorsque vous avez une nouvelle de ce genre, allez faire le jeu de la diplomatie, rentrez bien sûr en contact avec le président Alassane Ouattara et vous allez voir avant son départ s'il n'est pas capable en fin de compte de faire parler son cœur. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il est capable de faire parler son cœur. Mais vous êtes encore, nombreux sont encore dans les dispositions, franchement, de radicaliser la position. Voyez-vous, quand on dit la politique, c'est un art. La politique, ça s'apprend. La communication, encore, ça s'apprend. Quand nous, on fait les analyses, on va jusqu'en profondeur. On rétrograde, on va chercher encore, on décortique. Maintenant, ils ne vont pas le faire, peut-être. Soit, il y a deux options. Soit, vous allez voir le président Alassane Ouattara, vous apportez toutes les garanties pour ne même pas que le pays brûle. Élection présidentielle, ce n'est pas une obligation pour un parti politique. Mais tuer les gens avec des manières machiavéliques, ou bien se mettre par exemple dans le petit bois, avec des gens qui ont déjà ça comme signature, je vais parler, vous les connaissez parfaitement, qui ont déjà lancé bien sûr cette production bien sûr dans un pays, le Burkina Faso, qui s'étaient assis bien sûr sur le perchoir de l'Assemblée nationale et qui ont lancé bien sûr cette fatwa. Vous les connaissez. Quand vous signez des petits pactes, ça interpelle l'État de Côte d'Ivoire pour dire que vous n'êtes pas encore sérieux. Mais lorsque si vous partez, que vous parlez, de manière sincère, on s'en fout du bicéphalisme qui existe entre vous. Mais on sait que c'est FPI, c'est 3 FPI, tout ça là c'est FPI. Et vous apportez des garanties pour dire que nous allons participer aux élections. C'est pas grave, nous allons jouer le jeu politique. Que celui qui a perdu, personne en fin de compte ne va autoriser ne serait-ce qu'une sorte de fatwa ou bien une sorte de contestation. Gon Coulibaly qui est aujourd'hui là, qui est venu se faire soigner, qui est réparti, qui est requinqué même. Ah, si vous le voyez là, c'est plus le même. Hein. Ça, moi je lui dis, c'est plus le même qui est requinqué là. Mais Gon Coulibaly là, c'est pas sûr qu'il gagne les élections. Oui, moi mon souhait c'est que je veux qu'il gagne, mais c'est pas sûr. Parce que moi là, j'ai une seule voix, j'ai pas 1000 voix. C'est par rapport bien sûr à sa communication, par rapport bien sûr à faire ressortir bien sûr le dossier, je crois bien, de son travail. C'est par rapport bien sûr à faire présenter bien sûr son schéma. Prendre bien sûr appui sur le président Alassane Ouattara, à ces grandes réformes qu'il a transformé la Côte d'Ivoire, il a mis la Côte d'Ivoire sur le chantier. C'est dans ça que nous pouvons regarder pour dire que Gon Coulibaly, comme tu étais là aussi, tu peux faire mieux que même Alassane Ouattara. Pour rétablir la confiance bien sûr dans le cœur, parce qu'il faut rappeler bien sûr que c'est 2 mandats, mais on va pour un 3e mandat. Et il faut rappeler bien sûr que dans le domaine sociologie, là, il y a ce qu'on appelle ce côté ethnique, il faut savoir expliquer pour dire que ce n'est pas un nordiste qui est là, mais c'est le RHDP, le rassemblement des esprits progressistes en quelque sorte, ceux qui veulent le progrès. Il y a une campagne de communication, jusqu'à présent la campagne de communication n'est pas encore faite. Parce que la campagne de communication, et pour moi, sincèrement, elle n'est pas ça, et je le dis tous les jours. On a vu des candidats qui ont été mis là par leur mentor. Je trouve des exemples, vous allez bien comprendre. Kabila tout près là, Zaïre, Kabila, Zaïre. 17 ans de pouvoir, il a regardé à gauche à droite, il a vu que c'était chaud. Il a placé son gars. En tant que son gars devait gagner, il avait tout le pouvoir. L'argent de l'État. Tu sais qui l'a gagné. Tu sais qui a gagné. On va là encore. Bénin, Yahya Boni. Il est parti chercher un métis, Zinsou, un grand banquier, comme premier ministre. Ils ont fait sa promotion, ils ont parlé jusqu'à la fin, le petit peuple a changé. A mis Talon au pouvoir.
président Talon, un indépendant. Le peuple se rappelle toujours de ce que tu as fait. Et le peuple se rappelle toujours de ce qui est mauvais aussi. Donc une élection présidentielle, ça ne veut pas dire que Gon Coulibaly a gagné. Mais en ce moment-là, c'est le pouvoir du président Alassane Ouattara qui domine en ce moment. C'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a ce qu'on appelle le plein pouvoir de faire annuler une décision de justice par un décret présidentiel. Ça coûte quoi d'aller voir le président Alassane Ouattara, échanger avec lui et apporter des garanties pour qu'au moins les 20 ans là qui sont cachés dans l'ombre avec mandat international, qui sont cachés là, y compris Blé Goudé, pour qu'ils puissent enlever. Pour que Gbagbo Laurent, quand il quitte là-bas, là, il peut lui dire, je viens en Côte d'Ivoire dans mon pays, participer ne serait-ce qu'à la réconciliation de ce pays. C'est important. Partagez mes vidéos, s'il vous plaît. Partagez-moi des cœurs. C'est important. C'est pourquoi je dis que je suis heureux. Au moins, ils vont comprendre. Mais non. Ils vont comprendre d'une autre manière. La deuxième option, je vous explique la deuxième option. Soit vous jouez les dieux comme d'habitude, parce qu'on sait qu'il y a le gore, parce que vous avez bien montré un exemple. Et vous attendez les élections présidentielles. Soit vous allez gagner, soit vous gagnez. Et puis maintenant, comme vous êtes au pouvoir, vous demandez à Gbagbo Laurent de rentrer. Mais cette option-là, est-ce que vous êtes sûr et certain que ça peut marcher? Parce que c'est une élection présidentielle, c'est bilan comme bilan, programme comme programme. Vous avez été absent durant plus de 9 ans de la situation des élections présidentielles. Vous n'êtes même pas représenté quelque part, rien. Qui est votre candidat? Vous n'en avez pas pour le moment, puisque vous attendez que Gbagbo Laurent désigne le candidat du FPI. Pourtant, Afi est devant vous ici. Il peut être aussi le candidat du FPI. On a vu dans les conférences de presse que Afi même ne m'aime pas. Vous vous levez, vous allez signer un pacte, bien sûr, avec Dikawi. Attends, je bois de l'eau. Mettez-moi des cœurs partagés. Vous comprenez un peu? Vous allez signer. Et vous avez montré, bien sûr, que vous restez toujours des gars. C'est-à-dire qu'on va se mettre ensemble sans programme pour chasser quelqu'un. C'est-à-dire que vous lancez la fatwa sur quelqu'un qui a déjà le pouvoir exécutif, pouvoir militaire, pouvoir judiciaire, pouvoir de toutes sortes de pouvoirs. Vous vous mettez dans une posture où vous êtes trop sûr de vous. Vous refusez non pas de faire l'allégeance, mais vous êtes dans une posture de combattre tout le monde. Alors, qui m'appelle? Vas-y, m'appelle. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Vous voyez un peu? Je pense qu'il est quand même très important. Lorsque vous signez, par exemple, on ne vous dit pas que le pacte que vous avez signé, bien sûr, avec Dikawi, puisque Dikawi, j'ai fait une vidéo pour vous dire que Bédié a un bon cœur. Bédié aujourd'hui, Dikawi. Parce que Dikawi, secrétaire exécutif du CPDC. Attendez, ne quittez pas. Oui, allô? Hein? Je te rappelle, je suis en train de faire quelque chose, je te rappelle tout de suite. D'accord. Ne quittez pas, donnez-moi une minute s'il vous plaît. Une minute. Tiens. Tiens. Hey, attends, je vais ça. Il ne faut pas prendre le tout. Comment ça? C'est maman. C'est pas possible ça. Excusez-moi, hein. C'est important là. Oh, c'est important, c'est important. Excusez-moi. Donc, vous comprenez un peu. Je disais que Dikawi lui-même en personne, excusez-moi, parce que c'était important, avait décidé clairement de éliminer les enfants, les neveux, leurs oncles, éliminer les neveux de Bédié dans le bois sacré. Dikawi que vous voyez là,
Je vous explique un tout petit peu. D'abord, il a trahi Djidji Madi. Il est allé voir Djidji Madi, il a fait comprendre, monsieur, à Djidji Madi que, écoutez-moi bien ce que je vous dis, je te soutiens dans le congrès pour enlever Bédié. Il téléphone bien sûr à Bédié. Il dit à Bédié, bon écoute, de toute façon, moi je te soutiens si on va l'enlever et puis devant tout le monde, il sera humilié. Quand il prend la place, Bédié décide clairement de faire le secrétariat exécutif tournant chaque 6 mois. Il va vers Aoussou Janou, l'avocat de Bédié, du PDCA à l'époque. Et surtout, un membre très influent, parenté bien sûr au président Bédié, pas parenté, mais dont Bédié estime depuis sa naissance. De dire bien sûr au président Bédié que on va tourner chaque 6 mois là, ce n'est pas intéressant parce que le temps que je mette mon programme, je suis secrétaire exécutif, je suis numéro 2, chaque 6 mois, nous allons tourner. C'est Aoussou Janou, en fin de compte, qui convainc le président Bédié de dire non, il faut laisser. Oui, c'est pas vous me comprenez. Il dit au président Bédié, président, laisse, il n'y a aucun problème. Maurice Dikawe est bien, il faut le maintenir là. On le maintient là, il chasse Aoussou Janou du bois sacré. Les politiques sont mauvais. Il va encore voir Adjoumani. Adjoumani ne comprend pas. Il s'arrange pour qu'Adjoumani crée son mouvement qui dit qu'il va le soutenir. Adjoumani, qu'est-ce qu'on appelle si les traces de Foubani? Il va là-bas, il le chasse encore. Dibi, voyant tout ça, veut accéder bien sûr à Bédié. Il téléphone Bédié, il dit prends rendez-vous, viens me voir. Mais le rendez-vous là, il demande bien sûr à ces éléments, je vais parler bien sûr des conservateurs du PDCI. Pour ne même pas que Dibi soit reçu. Vous imaginez, Dibi perd son âme. Le grand Dibi, l'argentier, pas reçu. Bédié frustré va directement bien sûr au RHP. Il va encore plus loin les cartes bien sûr, tous les câblants des camps. Pourtant vous savez très bien que l'accord que nous avons signé en 2005, nous avons toujours respecté cet accord. En 2011, Bédié lui-même, sans l'avis du Congrès, décide de ne pas présenter quelqu'un. Lui-même ne se présente pas. Où est bien sûr le président Alassane Ouattara? En 2020, le deal entre le RHDP, entre le PDCI et le RHDP, était de choisir un candidat PDCI. Comme ce n'est pas Maurice Dikawe, automatiquement, il a écarté tous les potentiels. Il va encore plus loin. Il neutralise ce qu'on appelle toute la délégation de l'Europe en mettant dans un petit truc comme Paris 6 délégations. Il met ce qu'on appelle des délégués illettrés, incompétents comme les Jean-Paul Badi, qui sont là, qui font ce qu'on appelle de la merde. C'est Dikawe qui est la base de ça. Et Dikawe encore sélectionne et regarde. D'abord, c'est Afi qui est venu. Il voulait essayer bien que mal de dire des trucs pour Afi, contre Afi. Contre le Afi, il dit non, je ne te rejoins pas. Il a écarté Afi, il allait prendre qui? Adou Richard, un extrémiste, qui est toujours dans la belligérance du FPI. Transfuge du PIT au FPI. Il faut que les gens comprennent. Parce que aujourd'hui, là, on ne peut plus mourir pour quelqu'un. Personne ne va sortir pour mourir pour son camarade. Il met les tests en marche. Réunion secrète est faite. Adou Richard, en fin de compte, demande à la jeunesse FPI de sortir pour aller casser, bien sûr, où? À Yopougon, le centre d'enrôlement pour une pièce d'identité. Dikawe, comme c'est un peureux, il traite franchement ces informations, il fait ce qu'on appelle la sous-traitance. Il demande, mes chers amis, on va l'étape par étape, vous allez bien comprendre. Il demande, bien sûr, à la jeunesse guerrière de sortir. Mais c'est pas, comme on voit par exemple, Abou Richard, il ne vient pas, il a peur. Voyez-vous? S'ils n'ont pas ce qu'on appelle l'intention, franchement, pour pouvoir déstabiliser, ils testent un tout petit peu leurs forces. Si la jeunesse, bien sûr, est réceptive, allez à l'abattoir. On va encore plus loin. En temps de coronavirus, où on a demandé ce qu'on appelle une trêve durant 2 mois, on manipule, par exemple, la population de Yopougon. Les champettes qu'ils ont mis là. La population de Yopougon qui est manipulable, qui casse. Il n'y a pas un communiqué qui est fait de la part du PDCI, de Bédié, du président Bédié. Bédié n'a rien à voir. On le connaît. Mais c'est Maurice Kakou Dikawe qui est derrière ça. Même pas un petit communiqué qui dit, oui, on déplore. Il n'y en a pas. C'est comme, ils étaient tout à fait. Même pas un communiqué qui sort, je crois bien, du FP d'Adou Richard. On casse des chapelles pour faire dépister, pour savoir si on a un coronavirus. Mais vous, ça en ce moment.
Vous avez une jeunesse, FPI, PDCI. Vous n'avez jamais voulu mettre, par exemple, cette jeunesse pour aller expliquer, je crois bien, le coronavirus à nos parents. Durant combien de temps? Durant plus de 2 mois, vous êtes restés silencieux. C'est comme les gens priaient pour que le coronavirus tue encore. Il y a un jeune ministre qui a trouvé la faille, qui a demandé, bien sûr, à la jeunesse confondue de venir l'aider. Il s'appelle Touré Mamadou. Je vais toujours citer son nom. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais appelé. Voilà. Touré Mamadou qui a trouvé la faille, qui a demandé, bien sûr, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, réunir 2200 jeunes pour expliquer le coronavirus là, qu'est-ce qu'il faut faire. Pourtant, en temps de trêve politique, les gens devaient montrer de la compassion. On parle de maladie. Non, ils sont restés là, silencieux. Si comme on autorisait, je crois bien, le coronavirus a tué les gens. C'est quelle façon de faire de la politique? Et tout ça là, ce n'est pas le président Bédié. On fait croire bien sûr au président Bédié que ça se passe bien. C'est Maurice Kaki Dikawe qui fait ça. Et vous allez signer des documents avec lui. C'est lui-même qui a trahi Bédié. Lorsque Bédié a chuté en 1999, il allait directement chez Guy Robert. Quand on veut faire du partenariat, la moindre correction souhaiterait quand même qu'il y ait ce qu'on appelle de la crédibilité. Moi, je suis sympathisant du RHDP. Mais je rappelle tous les gens que je viens du PDCI. Je rappelle qu'au PDCI, là, j'ai occupé des postes de directeur de presse et de la communication du PDCI. Et j'ai rendu ma démission. Est-ce que j'ai rendu ma démission pour insulter les gens? Non! Quand je me mets à parler, je parle de paix, d'harmonie, de vivre ensemble et de réconciliation. J'aide même certaines personnes pour dire, ah, la manière dont vous orientez votre communication, elle est mauvaise. On peut orienter comme ça, on peut faire ça, puisque moi-même, je suis un communicant. C'est la vérité. Est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en train d'insulter mère des gens? En train d'insulter, je ne suis pas cyberactiviste. Non. Je viens, je donne l'information que je m'en vais. Et quand j'entends que Gbagbo Laurent doit venir, je ne fais qu'applaudir parce que c'est un Ivoirien qui est à l'extérieur durant 9 ans. Même s'il a fait une bêtise, nous sommes humains. Nous devons nous pardonner mutuellement. J'ai même fait des propositions pour dire que Soro Guillaume qui est là, doit tendre la main. C'est-à-dire que doit aller chercher la main de Gon Coulibaly. Les deux doivent parler. Quel est le problème qu'on ne peut pas régler? Même si lui-même qui a tué mon demande pardon plus, et les gens acceptent. Vrai ou faux? On m'a traité, j'ai dit non, ne m'appelez pas. Hein. J'ai dit non, il faut régler ça par la voie diplomatique. Il faut utiliser toutes les ressources qu'on a. Parce que nous sommes... Ce n'est pas par rapport à une élection présidentielle que nous avons retourné dans la bassesse. Parce que quand ça se gâte là, vous qui avez instrumentalisé la jeunesse, vous ne mourrez pas, c'est cette jeunesse-là que vous l'envoyez à l'abattoir. Vous n'envoyez pas vos enfants à l'abattoir, c'est la jeunesse en elle-même. J'ai fait cette proposition constructive parce que j'aime mon pays. C'est pourquoi je demande bien sûr à ces gens qui dansent, qui sautent pour la libération de Gbagbo Laurent. Mais la libération de Gbagbo Laurent, il va tourner. À chaque courrier qui est parti, ça va faire l'État de Côte d'Ivoire. Si l'État de Côte d'Ivoire fait qu'on met son veto, Gbagbo Laurent n'est pas libre. Il faut apprendre à diluer parce qu'on a la colère de tout un chacun. De jouer ce qu'on appelle, de faire le jeu politique. Mais lorsque vous rentrez réellement dans des confrontations, vous radicalisez votre position, vous faites des alliances bien sûr avec d'autres personnes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que nous savons parfaitement que l'élection présidentielle, vous êtes sûr et certain qu'avec cette méthode-là, vous pouvez gagner. Vous demandez bien sûr aux gens de se faire enrouler. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, vous demandez bien sûr aux gens de sortir avec les machettes. C'est très différent. Vous demandez bien sûr à des gens de se faire enrouler. C'est une bonne chose. 9 ans plus tard, vous avez condamné, vous avez demandé aux gens de ne pas se faire enrouler. Il n'y a pas d'explication. Le recensement même de la population, vous avez boycotté. Boycotter toutes les élections. Comme vous êtes prêts maintenant, tout doit être prêt. Mais le président Alassane Ouattara a travaillé. Il n'a pas travaillé pour la Côte d'Ivoire. Et il s'en va. Il est parti déjà. Quand il parle, il va partir avec ses goudrons. Est-ce qu'il partira bien sûr avec ses ponts? Houphouët-Boigny est parti là. Est-ce qu'il est parti à sa basilique? Il est parti bien sûr à ses grands travaux. C'est l'acte qu'il a posé qui fait qu'on dit Houphouët-Boigny est grand. On dit Gbagbo Laurent, viens en Côte d'Ivoire. Mais Simone Gbagbo Laurent, notre maman à tous, voilà ce qu'elle peut faire pour toi. On s'en fout de ta vie privée, même si tu as 5, 6 fois, tu restes toujours un Ivoirien.
Mais on t'informe que notre maman, Gbagbo Laurent, parce qu'elle est plus âgée que moi, hein, c'est une maman, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas du même bord politique. Mais voici la démarche qu'elle peut entreprendre pour vous. Gbagbo Laurent, voilà la démarche que Simone Gbagbo Laurent a déjà fait. Elle a fait rentrer plus de 182 exilés. Elle a neutralisé Paris. Elle a mis tout le monde au pas progressivement. On s'en fout de ce qui se passe dans votre foyer. Mais voici ce que les actes qu'elle pose. Quand elle sort à chaque mois sa parole, en fait qu'on fait plaisir. On sait qu'elle a été manipulée par amour pour vous, monsieur le président Gbagbo Laurent. Mais voilà ce qu'elle peut faire pour que vous puissiez rentrer en Côte d'Ivoire. C'est tout. La politique, là, ce n'est pas que c'est un art. La politique, c'est ça. Ce n'est pas le fait de se mettre, par exemple, comme le Blé Goudé, tous les jours, il reçoit, par exemple, les cantons, tous les jours. Bon, si on calcule, chaque village qui doit être reçu par Blé Goudé, il va finir de les recevoir en 2052. Parce qu'il y a trop de villages qu'il va recevoir. Chaque semaine, il reçoit des villages. Et puis le discours, là, ça ne change pas. Parce qu'individuellement, il reçoit tout le monde, mais quand il parle, les gens nous informent. Il est encore dans cette bêtise. Il oublie quelque chose. Il oublie quelque chose, Blé Goudé. Gbagbo Laurent était ton mentor. Moi, mon mentor, là, c'est Bernard Dozan. J'ai fait 9 ans avec lui. Gbagbo Laurent était ton mentor. Il ne t'a jamais demandé de faire, de créer ce qu'on appelle l'article 125. Mais parce que tu savais que Gbagbo Laurent était ton mentor, président de la République à l'époque, tu as fait du n'importe quoi. Qu'est-ce que ça te coûte d'avoir un langage, un discours rassurant et poli? Qu'est-ce que ça te coûte de faire comprendre que tu veux réconcilier, par exemple, les Ivoiriens, de jouer ta partition? Qu'est-ce que ça te coûte d'arrêter ce qu'on appelle des faits, ce qu'on appelle des accords machiavéliques, bien sûr, avec celui-là même qui a ce qu'on appelle dans son ADN, ce qu'on appelle la déstabilisation? Les gens ne sont pas bêtes. Les gens regardent, ils observent. Mes chers amis, moi j'ai toujours dit quelque chose que j'aime la Côte d'Ivoire plus que l'homme. J'aime la Côte d'Ivoire plus que l'homme. Je suis Gore, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Alassaniste, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis BDS, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que toi tu es Ivoirien? Parce qu'il faut rappeler que la Côte d'Ivoire vient avant tous les leaders politiques. Les leaders politiques ne viennent pas avant la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne sont pas nés avant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est née avant tous les leaders politiques. Et la Côte d'Ivoire ne meurt pas. Mes chers amis, c'était juste un tout petit peu pour essayer de faire un de nos conseils, bien sûr, à mes chers parents Gore qui sont très contents. Nous sommes tous contents. Mais les méthodes qu'ils peuvent utiliser pour rassurer, je crois bien, l'État de Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, le langage qu'ils peuvent adopter, ce n'est pas parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles qu'ils voient automatiquement la défaite en fin de compte du RHDP. Non, loin de là. Ils ont trop bien travaillé pour être en défaite. Ils ont trop bien travaillé. Et soyez sûrs et certains que le peuple est reconnaissant par rapport, bien sûr, aux efforts qu'ils ont eu à faire. Ils font tous les jours. À Gagnoua, là-bas, il y a la route qui passe. Pourtant, on est pas la route ne pouvait pas arriver là-bas. Donc, il y a trop d'actions qu'ils ont fait. On ne dit pas que tout est bien, mais c'est assez bien. Vous avez apporté le boycott. C'est-à-dire que le fait que Gbagbo Laurent ait été arrêté, la Côte d'Ivoire ne devait plus fonctionner. Mais la Côte d'Ivoire a fonctionné. Et moi, je suis content et je suis heureux que Gbagbo Laurent soit libre encore. On vous montre des stratégies, je crois bien. Des gens qui s'autoproclament leaders d'opinion ici, des affamés, des irresponsables, des gens même on ne les connaît même pas, on ne sait même pas de quoi ils parlent, ils ne savent même pas écrire. Ce que vous dites là, écrivez, on va voir. Est-ce que vous êtes capable de faire une analyse pointue? En dehors réellement d'être fanatique d'une personne, vous refusez catégoriquement d'être fanatique de votre propre pays. Vous suivez les gens bêtement, simplement. Pourquoi? Sur la base cérébrale ethnique, suivez la Côte d'Ivoire. Celui qui vient au pouvoir, ne regardez pas son bord ethnique.
Celui qui veut au pouvoir, regardez le travail qu'il fait. Le jour qu'il ne fait plus son travail là, il a 5 ans pour nous montrer pourquoi on renouvelle sa confiance. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça. Je suis tant. Mais ça veut dire quoi ça? Je vois des individus qui se tapent à porter. Je dis non. C'est tout. La Côte d'Ivoire a besoin de vivre. On fait de la politique. L'offre à proposer, bien sûr, aux Ivoiriens sont plusieurs. Il y a des gens qui disent qu'il faut qu'on se mette ensemble. Il y en a qui faut qu'on se mette à moitié ensemble. Ce sont des offres. Les partis politiques proposent des offres. Tu regardes l'offre qui t'intéresse pour aller acheter, par exemple, le produit. C'est ça aussi la chose d'une campagne. Et dans cette campagne, vous allez voir l'offre que nous présentons. C'est de ça que nous parlons. Le bilan. Vous avez quel bilan? Vos bilan, c'est Gbagbo Laurent. Il a fait 9 ans là-bas. C'est lui seul qui est parti. Ce n'est pas tout le monde qui est parti. C'est lui seul qui est parti avec Bégoudé. Vous étiez au pays, vous avez fait quoi? Vous avez participé à quoi? Quand il y a la bonne nouvelle comme ça réjouit tous les Ivoiriens. Ça ne réjouit pas un seul camp. Ça ne fait même pas peur, bien sûr, à un camp. Au contraire, ça fait plaisir. Il n'a qu'à venir, il va voir comment est-ce qu'à son absence, comment est-ce qu'on gère un pays. Oui. Il n'a qu'à venir tirer comment on appelle ça? À Port-Boué. Et puis il va prendre sa voiture de Port-Boué, l'aéroport de Port-Boué, jusqu'à Gagnoua. Il va voir, parce qu'il contourne jusqu'à Yamsoukro, il va voir comment est-ce que ça se passe, la route. Il a l'impression que vous êtes à l'aise. Il y a un travail qui est... Parce qu'il y a quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire plus que lui-même. Oui, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Vous avez le traité de tous les noms. Moi-même, personnellement, je l'ai traité de tous les noms. Mais il travaille. Et c'est le travail là qui fait que il fait changer la vie des gens. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Mes chers amis, j'attends vos questions. Je vais répondre. Si vous avez des questions, ça me fera vraiment plaisir pour que je puisse répondre à vos questions. Bédié a salué la CPI pour la libération de Gbagbo Laurent. Goudé, pourquoi ce regard n'a pas salué? Diakate LPP, je te réponds. Voyez-vous, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que les gens utilisent la libération réellement de Gbagbo Laurent LPP. Je te réponds, pour faire de ça un truc politique. Bédié, mon père Bédié est en désaccord, bien sûr, politique avec son jeune frère Alassane Dramane Ouattara par rapport, bien sûr, à une tontine présidentielle. Dans cette tontine présidentielle, Dikaoui, franchement, a menti et a pris le dessus sur l'esprit de Bédié. Lui-même qui s'est écarté et Dikaoui a en profité pour faire le ménage autour de lui. Aujourd'hui, mon père Bédié s'est remis, c'est aller voir les conservateurs. Il s'est remis progressivement dans son propre village. Donc, moi-même, personnellement, Charles Babé, c'est moi, j'ai dit le PDCI de Daoukourou, dont le siège était à Daoukourou. L'alliance qui s'est passée aujourd'hui, nous, lorsque j'étais bien sûr le responsable de la presse et de la communication du PDCI, c'est Claude Koudou, et je le dis toujours, c'est Claude Koudou qui a activé son réseau pour que ses responsables voient bien sûr Akossi Benjo et que Akossi Benjo les explique sa vision. Et quand cette vision était bonne, il faut l'expliquer à Gbagbo Laurent qui était réceptive à l'époque. Et Bédié est venu récupérer ça parce qu'à l'époque, c'est quand même le patron du PDCI. Quand Bédié fait un communiqué allant dans le sens de saluer, j'espère qu'il salue sans arrière-pensée. Parce que quand on salue bien sûr quelqu'un, quand on a mis là-bas aussi sa sortie, la personne n'est pas bête. Parce que rappelez-vous très bien, mon père Bédié que j'aime est passé sur France 24, sur les grandes chaînes françaises, avait dit des propos. Et il disait clairement que Gbagbo Laurent est bien où il est. Quand on est en désaccord, bien sûr, avec Bédié, avec Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent n'est plus bien où il est. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On va utiliser, par exemple, l'électorat, par exemple, du président Gbagbo Laurent pour chasser quelqu'un. On parle de chasser, hein.
C'est de ça que nous parlons. Partagez encore, s'il vous plaît. Il est encore dans cette vision, mais c'est Dikao qui est dans cette vision. Lorsque nous sommes mis, par exemple, à combattre, par exemple, mon père Bédié, il a vite compris. Moi, je dis en toute sincérité, qu'on salue, qu'on ne salue pas, il faut que Babou Laurent rentre en Côte d'Ivoire. Babou Laurent a refusé de saluer Soro Guillaume. Parce qu'il sait que Soro Guillaume, il connaît bien Soro Guillaume, il sait que Soro Guillaume n'a jamais travaillé réellement, n'a jamais ne serait-ce que monté une seule entreprise pour embaucher des gens. Il sait que Soro Guillaume a toujours cette manière de pouvoir manipuler. Il est fort dans ça. Et la preuve en est, il arrive à manipuler tout un chacun. Il n'a jamais reçu. Jamais reçu. Donc Soro Guillaume ne peut pas le saluer parce qu'il n'a jamais reçu. Et Soro Guillaume en profite par rapport à cette situation pour s'accrocher politiquement parlant. Mais non, nous ne sommes plus là. Nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale. Le bilan du président Alassane Ouattara, est-ce que c'est positif ou bien c'est négatif? Est-ce que lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir dans les conditions purement pitoyables, avec plus de 25 000 morts, avec 300 000 réfugiés qui sont sortis de la Côte d'Ivoire, est-ce que Ouattara n'a pas réussi progressivement à faire monter ne serait-ce que là-bas? C'est de ça qu'on parle, c'est la réalité. J'étais celui-là même qui le critiquait matin, midi, soir. Mais lorsqu'on rentre dans les archives, les vraies archives, et qu'on consulte les archives, on considère que à cette époque, il y avait le président Alassane Ouattara et le président Bédié qui étaient ensemble. Ils ont réussi à eux deux à faire le travail. Donc n'oublions pas, une tontine là, si quelqu'un a doublé son camarade, ça c'est un problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le travail qui a été fait sur le terrain. C'est ça qui nous intéresse. Soro Guillaume peut le saluer, ça c'est son problème. Moi je dis que Babou Laurent doit rentrer en Côte d'Ivoire. Il doit participer bien sûr à ce jeu. S'il veut encore faire de la politique, il doit utiliser ces dernières années qui lui restent, je souhaite qu'il vive 100 ans, pour réconcilier les Ivoiriens. On doit voir bien sûr Alassane Ouattara, le président Bédié, le président Soro Guillaume, pas le président Soro Guillaume, le président, peut-être Soro Guillaume, peut-être pas, le président Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Babou, ça s'assoit sur la même chaise un jour avant que Dieu les appelle. Moi, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Au Ghana, là-bas, ils s'asseyent sur le même banc pour regarder un match de football. Pourtant, ils ne sont pas dans le même parti politique. Moi, mon souhait, c'est de voir, et je prends la paix, c'est de voir le président Alassane Ouattara, c'est de voir le président Bédié, et c'est de voir le président Babou Laurent s'asseoir. C'est-à-dire qu'ils ne font plus de politique, ils sont tous à la retraite politique. Ils s'asseyent et puis ils regardent, et puis ils parlent de leur passé. Vous allez voir comment c'est beau à voir. Vous allez voir comment est-ce que l'amour en différents partis politiques va bien se passer. Vous allez voir l'harmonie qui va régner. Et c'est ce qui la première dame est en train de faire, l'ex-première dame Simone Babou Laurent. C'est ce qui Dominique Ouattara fait depuis très longtemps, Madame Dominique Ouattara, fait depuis très longtemps. L'amour de son prochain. Quelles que soient nos divergences politiques, nous devons avoir cette force de nous entraider. C'est de ça que nous parlons. Lorsqu'on dit un Ivoirien, c'est de ça. El Pipi. Franchement, il faut que tu prends ta carte de RHDP. Ah, je ne suis pas reconnu, je ne peux pas prendre encore ma carte. Oula Fakoli Augustin Kouna, le seul opposant qui a envoyé la haine et les menaces en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Lui, il dit quoi? Les femmes président des députés. Bon, mon cher ami, je vais te répondre. Bon, il a mis vraiment, on dit quoi? Oul Fakoli. Il y a un peu d'eau, ça c'est une grande question. Oul Fakoli. Je lis la question, Augustin Kouna. Le seul opposant, Oul Fakoli, le seul opposant qui a envoyé la haine et les menaces en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Le CV de Ouattara en Côte d'Ivoire est ouvert. Emprisonnement en 1990, cas de séjour, violation de la Constitution 1997, charnier, 2000, rébellion, crise 3000 morts, 7 emprisonnements des députés, des imams, 9 emprisonnements, 10 violés, Constitution. Bon, tu sais, quand on ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est malheureux. Mais je vais quand même te répondre. Puisque l'histoire de la Côte d'Ivoire, en fin de compte, elle est têtue, il ne faut pas la trafiquer. Quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne commence pas à partir de 2002 ou bien 1993.
On prend l'histoire de la Côte d'Ivoire à partir de sa création, lorsque les Blancs sont arrivés. Mais je pense que ce n'est pas à ton niveau. Moi, je vais t'expliquer en 2 minutes. L'histoire de la Côte d'Ivoire, lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé, il était comme Thiam en quelque sorte. Il n'est pas arrivé. C'est un super banquier qui est arrivé. Dans les années 1993, il arrive. Il faisait, bien sûr, il avait une très grande renommée. On a vu que c'était un Ivoirien né à Demokoro, en fin de compte, qui émergeait, bien sûr, dans les grandes sphères banquières. Il était à la BCAO. Et à cette époque, de 1980 jusqu'à 1990, on parlait de boom économique. Et comme par hasard, la plupart des barons même du PDCI. Moi, je suis né dans le PDCI. Je suis né dedans. Voilà. Les gens doivent comprendre ça. Je suis né dedans. Voilà. Les barons du PDCI ont su facturer. Il y a d'autres, en fin de compte, qui n'avaient jamais reçu de facture. Olfa Koli, je te réponds. Il y a d'autres qui n'ont jamais reçu de facture de courant d'eau. De 1960 jusqu'à 1990, ils ont reçu leur première facture. C'est-à-dire qu'un matin, ils se réveillent, ils reçoivent facture de courant. Et même ils n'ont jamais vu la couleur. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, en fait, prenait tout en charge. L'économie était en chose. Les barons, c'est-à-dire que les propres enfants de Foubouni mangeaient, mais sans état d'âme. Il y avait ce qu'on appelle deux classes. Il y avait les riches et les pauvres. À cette époque, nous n'étions pas pauvres. Hein. On était dans une autre classe. Donc, il fallait redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. On avait besoin, franchement, de quelqu'un qui n'était pas mouillé politiquement parlant. Est-ce que Ouattara n'était pas PDCI? Ouattara n'a jamais fait de la politique, il n'a jamais été député, il n'a jamais été maire, jamais. Il a atterri de la BCAO, il vient directement être Premier ministre. Donc c'est quelqu'un qui était fonctionnaire dans la tête et qui veut un technocrate. Quand il a mis son plan, franchement, de réjuster, excusez-moi si je prononce ça mal, l'économie de la Côte d'Ivoire. Tous les barons, en fin de compte, se sont associés contre ce dernier. En fin de compte, ils ont fait sortir, par exemple, quelque chose. On dit, ah, c'est un niveau, c'est un mot aussi. C'est ça. Lorsqu'on veut vous attraper, vous vous asseyez là, vous dites, en tout cas, ben, le mot aussi. Non, c'est un mot aussi. On dit, pourquoi c'est un mot aussi? Ça gêne. Il faut saluer l'image de Ouattara. Quand ils ont commencé ça de 1981 jusqu'à la mort du président, Houphouët-Boigny, automatiquement, Bédié vient. Bédié sentant réellement qu'Alassane Ouattara était une menace pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé la fatwa sur lui. Alassane Ouattara fuit. Quand il est venu ici, il a poli son image. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, Bédié est sorti par la chose. C'est pas lui qui a fait le coup d'État. Il faut connaître un peu l'histoire. On rentre bien sûr dans les alliances entre eux. Alassane Ouattara avec Gbagbo Laurent se mettent ensemble pour créer le Front républicain. On est en quelle année? Quand tu fixes les dates, il faut savoir. Contre le PDCI. Et c'est Ouattara maintenant avec Bédié qui crée le RHDP. Et c'est Bédié avec... Vous ne voyez pas qu'il y a toujours quelque chose? Non, ce dossier est trop compliqué pour toi. Ouattara, je ne dis pas que c'est ma tasse de thé. Non, je dis que c'est un technocrate qui est venu marquer de son empreinte l'histoire de la Côte d'Ivoire en laissant, bien sûr, en faisant de telle sorte que la constitution, franchement, de notre pays soit respectée. Il a fait ses deux mandats, il est parti. Il a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important. Attends, ne quittez pas là. Donne-moi une minute, j'arrive là. Oh, mes enfants font du bruit. Je prends quelques questions. Voilà. Donc, ce que je dis, je reviens toujours, mon cher ami. Je dis que le président Gbagbo Laurent doit rentrer, bien sûr, dans la vie. Il a été président, bien sûr, de la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent. Lorsque Ouattara avait quitté le pays, Ouattara a envoyé, bien sûr, des éléments pour négocier son retour. Lorsque Gbagbo Laurent était aux affaires. Gbagbo Laurent a dit, oui, je suis d'accord, tu reviens, mais je ne veux pas voir tes partisans à l'aéroport. Il a dit, oui, mais ça n'a pas empêché d'être président. C'est la vérité. Partagez, s'il vous plaît, parce que je prends 3 questions. Donc, il faut que les gens... Elle dit quoi là? Diaki El Pipi Bamba. Ça, c'est moi. Franchement, il faut que tu prennes ta carte de membre du RHGP. Je suis sympathisant pour le moment. Peut-être un jour, ça va venir. Mais comme je l'ai dit, je le fais. Parce que j'aime ce que le président Alassane Ouattara fait en ce moment. Et je le fais simplement parce que, bon, vous savez, quand vous voyez les différences, j'apporte mon grain de sel en tant que sympathisant. Si demain on me reconnaît, peut-être je vais prendre ma carte. Bon, voilà quelqu'un que je vais bloquer.
Ah, bon, laissez mieux papa à moi. Aïdara Moussa, c'est vraiment qu'il fasse vraiment une vraie paix. Oui. Bolo Christian Dior, moi, je suis un BT de Gagnoua et je suis sympathisant du RHDP, né dans le PDC depuis mon enfance. Je suis venu, bien sûr, RHDP par rapport, bien sûr, à notre accord qu'on a signé en 2005. Voilà. C'est pas parce que je suis BT que forcément, je dois être de l'autre côté. Voilà. Donc, Bolé, je t'ai répondu. Voilà. Je sais que ça te plaît. Tous mes respects, grand frère, pour toujours ma position. Oh. Donc, mes chers amis, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais voir. Mec, il y a une question, Mitri Bamba. Qu'est-ce que vous pensez d'une probable candidature de Gbagbo et de Bédié? Écoutez, ça c'est une question. Mitri Bamba. Moi, je vais vous dire en toute sincérité ce que je pense. Depuis plus de 27 ans, nous avons 3 leaders charismatiques en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 25 ans, ça tourne autour d'eux. C'est le président Bédié, c'est le président Gbagbo Laurent et c'est le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara devant le monde entier, après mûre réflexion, conseillé bien sûr par son épouse, parce que nous avons les informations, nous savons parfaitement que son épouse qui lui a dit, demandant ses biens, il faut partir, tu as trop fait en Côte d'Ivoire. Je remercie Madame Ouattara. Conseillé par son épouse, et qui a fait rentrer dans l'histoire de l'Afrique. On va dire tout ce qu'on veut dire, mais je m'en fous. Le fait même qu'Alassane Ouattara dit je ne me présente pas et je quitte le pouvoir pour me consacrer bien sûr à mes petits-enfants, je salue sa décision. Il a fait rentrer bien sûr la Côte d'Ivoire. Il nous a donné ce qu'on appelle une indépendance politique. C'est lui qui nous a fait grandir il a fait grandir notre esprit. Je ne fais pas ses louanges. Quand quelqu'un va venir vouloir tout patrouiller, ne serait-ce que la Constitution, le peuple de Côte d'Ivoire dans son ensemble va s'élever. C'est ça. Mon père Bédié est fatigué. Et nous avons les informations. Nous savons que KKP, Kwadjo Konan Patrick, député de Yamsoukro, je crois bien, a fait comprendre bien sûr à notre père Bédié qu'à cet âge, il est important de se faire. Est-ce que vous pensez que mon père Bédié, que j'aime de tout mon cœur, est capable de faire 322 000 km² parce que c'est la superficie de la Côte d'Ivoire pour aller expliquer le but, le fonctionnement, la devise de la politique du PDCI? Est-ce que vous pensez ça? Si ce n'est pas Dikaoué en fin de compte qui tire les ficelles, parce que le jour où Bédié avait voulu se retirer, Dikaoué est venu attraper ses pieds pour lui demander pardon, Bédié, c'est toi seul on veut. Non, sincèrement, lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous aimez un père, arrive à un certain moment, évitez que ce père soit humilié. Le président Gbagbo Laurent a déjà gouverné le pays. Bédié a déjà gouverné. Le président Gbagbo Laurent a déjà gouverné. Donc, tant que Gbagbo Laurent ne prend pas les règnes du pouvoir, encore, la Côte d'Ivoire ne va pas bien se passer. Je pense que ces trois ont déjà fait le temps. Ils doivent laisser la place à une nouvelle génération. Oui, moi c'est mon point de vue. Ils doivent laisser la place. Alassane Ouattara lui-même a donné l'exemple. Bédié doit donner un exemple. Et comment on appelle ça même? Gbagbo Laurent doit donner l'exemple. Parce que tout repose pas sur eux. Il y a une nouvelle génération qui veut marquer aussi de ses empreintes l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tiens! Oh, Seigneur. Bon, je vais m'arrêter là parce que... J'ai répondu à la chose, les vraies questions arrivent maintenant. Pourquoi le PDC ne peut pas choisir un jeune candidat? Bédié est fatigué. Les cadres prennent leurs responsabilités. Vous savez là-bas qui vont prendre leurs responsabilités. Diangaous, moi je ne sais pas. Hein? Ah, on nous fait comprendre que Bédié c'est le bon Dieu. Donc, est-ce que vous pensez que Soulougoum peut participer aux élections présidentielles? Oui, je pense qu'il peut participer. Franchement riche.
Est-ce que vous pensez que Sorogum peut participer aux élections présidentielles? Oui. Je pense que Sorogum peut participer aux élections présidentielles parce qu'il fait trop de bruit. Vous savez, en politique, quand quelqu'un fait trop de bruit, il faut le mettre à l'essai. Sorogum a un passé un peu sanglant. C'est vrai, je le connais personnellement et je n'admets pas franchement ses méthodes. Je considère pour ma part que ce dernier, en fin de compte, c'est vrai, à un certain moment, est obligé également de prendre des responsabilités. Mais ces responsabilités ont coûté la vie à 400 personnes une demi-journée. Il a été soutenu, je crois bien, par le RHDP qu'il a mis au perchoir de l'Assemblée nationale, fait de lui un Premier ministre. Mais quand il y a ce qu'on appelle l'ADN de la déstabilisation dans votre sang, c'est difficile. Lorsqu'il transfère, je crois bien, sa malédiction, je crois bien, au Burkina Faso, il prête main forte moyennant finance. Je crois que là, il a dépassé les bornes. Écoutez, il est assis sur le perchoir de l'Assemblée nationale en tant que président de l'Assemblée nationale. Quand il dit qu'il veut être candidat, si c'est moi là, il n'a qu'à être candidat. Il n'a qu'à venir présenter son bilan. Parce qu'à l'extérieur, il fait trop de bruit. Il y a 33 000 bureaux de vote qui représentent un terrain de football. Félicien. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire là, parce qu'il faut mettre chaque personne, il y a 3 partis qui peuvent le faire, qui peuvent mettre tous les représentants, les 33 000 là, il y a 3 partis. Il y a 3 partis qui peuvent le faire. Il y a le RHDP, il y a le FPI et il y a le PDCI. Sorogum est d'arriver dans la politique. Il a créé ce qu'on appelle son racisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a 33 000 bureaux de vote? Il peut mettre par exemple 33 000 personnes là-bas? Non, je ne crois pas. Sorogum fait beaucoup de bruit. Et la plupart des responsables politiques sont tombés dans son bruit. Il veut effrayer. Il sait que là, ça coince. Donc, il joue un va-tout. C'est pourquoi je demande bien sûr à ce que le cas Sorogum, on n'en parle même plus. Et que Sorogum, lui aujourd'hui, qui prenne la tâche bien sûr avec Gon Coulibaly qui apparaît ici. Et que les gens parlent. Sorogum ne représente plus un danger. Mais il représente, je crois bien, c'est comme un moustique qui vous empêche de dormir en quelque sorte. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire quand vous dormez la nuit, vous entendez les petits bruits, ça vous réveille, mais vous n'arrivez pas à l'attraper. Et en une journée comme cela, quand vous avez fini, vous avez l'impression que vous avez toujours sommeil. Donc c'est le moustique. C'est ça, en quelque sorte, Sorogum. C'est le rôle. Les poids lourds de la politique ivoirienne, là, c'est le FPI. Oui, c'est le RHDP. Le PDCI, il y a un bicéphalisme. C'est aussi le PDCI. Il y a 3. Oui, ce sont les poids lourds. Ouais. Ça, je vous l'ai dit. Le RDR, qui est devenu, bon, on est tous devenus RHDP sympathisants, bien sûr. Le PDCI, c'est le 3. Voilà, c'est ceux-là qui peuvent dire, bon, voilà. Sur le reste, là, c'est des présenteurs. Bon, les gars, je vous aime bien. Hein? Polilo Linos, quelle est la position de Jean-Luc Buyon au PDCI? Hey, vous ne pouvez pas me laisser. Hein. J'ai fait combien de minutes là, si vous voulez? Parce que moi, je ne sais pas combien de minutes je suis. Hein. Je ne sais même pas. Parce que je n'ai pas envie de faire des vidéos qui vont durer au moins 5 heures de temps. Ça. Buyon, pour moi, est un entrepreneur et n'est pas un homme politique. Oui. Pour moi, Buyon n'est pas un homme politique. C'est un entrepreneur, c'est un grand entrepreneur de père en fils. Aujourd'hui, par rapport bien sûr à ses entreprises, il embauche 33 000 personnes. C'est important. Il faut le saluer. Je ne sais pas s'il est deuxième ou bien troisième qui embauche en Côte d'Ivoire, mais il faut le saluer. Mais ce n'est pas un homme politique. Parce que lorsque vous embauchez plus de 33 000 personnes et que vous pesez sur l'échelle nationale et que vous décidez de faire de la politique, vous ne connaissez pas bien sûr un parti politique. Voilà. Voici Talon. Patrice Talon du Bénin. C'était un entrepreneur. Il ne s'est pas collé un parti politique, franchement, pour le pouvoir. Il est venu lui-même. Il a orchestré, il a organisé sa stratégie. Il est venu affronter Zinsou, qui avait tous les biens de l'État, tout le pouvoir, et puis il a gagné les élections présidentielles. Lorsque vous demandez la permission à quelqu'un, en politique, surtout quand vous êtes dans un parti politique, et que vous mettez au secrétariat chargé de l'organisation, ça veut dire que, bon, on vous a mis la communication, de la propagande, on vous a mis un peu, pour vous contrôler. Si c'était moi qui étais Buyon, là, je me lève un matin, je rentre un peu, je me présente. Buyon est parti demander la permission, bien sûr, à Bédié de se présenter. Notre maman, Bédié lui a dit, il n'est pas charismatique. Claire, il l'a mis à côté, c'est fini. On ne demande pas la permission, on se présente. On bat campagne, puisque le peuple n'appartient à personne. Si vous avez les moyens de votre politique, vous le faites. C'est comme ça la politique.
Donc Bion, pour moi, c'est un entrepreneur, ça on le félicite. Mes chers amis, je vous aime, je vais répondre à tes questions. Hein. Il y a trop de questions, je ne pourrais pas tout répondre. Je suis d'accord avec toi. Merci et je vous aime. Donc en résumé, nous nous félicitons, je crois bien, de la décision de la CPI. Mais nous disons bien sûr à notre maman Simone Gbagbo Laurent, elle est la seule femme, elle lui dit ça, que son fils Charles Gbagbo, qui a fait quelques missions pour elle, avec Madame Lombardo, nous nous disons qu'elle est la seule femme au FPI d'aller trouver, je crois bien, le président Alassane Ouattara pour que les gens parlent. Et j'ai l'intime conviction qu'elle trouvera les mots justes pour apaiser tout le gouvernement et le président Alassane Ouattara et son épouse. J'ai l'intime conviction pour que Gbagbo Laurent ne fasse pas le tour, parce que le message que la CPI est en train d'envoyer, ça veut dire, nous là, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais vous là, faites le reste aussi. Nous, on a libéré Gbagbo Laurent, il peut aller partout, mais on ne sait jamais avec ce Gbagbo Laurent. Mais faites le reste. Partagez-moi, s'il vous plaît, les vidéos, s'il vous plaît. Faites le reste pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire et puis qu'il contribue, bien sûr, à la réconciliation de ce pays avec des langages modérés avant la fin de ces jours. C'est un message que la CPI nous envoie. Et nous devons saisir, bien sûr, ce message pour en faire, par exemple, une vraie réconciliation. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a posé des actes de réconciliation sincères. Il a libéré les symboles comme Simone Gbagbo Laurent, aujourd'hui qui font un travail aussi pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent peut faire pareil. Ceux qui attendent que Gbagbo Laurent devienne président, vraiment là, ça va être compliqué, très dur. Mais Gbagbo Laurent peut jouer un rôle important en Côte d'Ivoire dans le domaine de la réconciliation pour apaiser ces éléments. C'est ça que je vais vous dire. Je vous remercie, je vous aime bien et à très bientôt. C'était Charles Gbagbo. À très bientôt. Merci, au revoir.